Bonjour et bienvenue dans notre émission « Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching ». J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi Melika Badreddine. Melika, bonjour. Bonjour Shlomi, bonjour tout le monde. Voilà, alors avant de commencer cette émission, j'aimerais dédier cette émission à quelqu'un qui est malheureusement décédé il y a 2 semaines et quelqu'un à qui je dois ma présence à Radio Anguin, c'est le docteur Abraham Cohen qui m'a permis de rentrer dans Radio Anguin il y a déjà quelques années. Il est malheureusement décédé il y a 2 semaines et donc je voudrais lui dédier cette émission et pour lui montrer aussi ma gratitude par rapport au fait que je suis ici aujourd'hui. Donc il était avec moi un partenaire avec qui on a beaucoup travaillé pour pouvoir justement parler de bien-être, parler de spiritualité. Et on va justement parler de cela aujourd'hui avec toi, Melika. On va parler de mindset et habits. C'est quelque chose dont tu es spécialiste. Et puis, tu es coach également, spécialiste en PNL. On s'est rencontrés lors de la présence de la formation de Moshe Aaron qui nous a permis de nous rencontrer parce que tu fais cette PNL-là. Tu es praticienne en PNL et coach. Alors, je vais juste t'inviter à te présenter auprès des auditeurs, voir un peu ce que tu fais et on va parler de ce mindset et habitude. Qu'est-ce que ça veut dire et où est-ce qu'on en est avec ça? Merci Shlomi. Donc, je m'appelle Melika Badreddine. Je suis effectivement maître praticien certifié Richard Bandler en PNL et aussi je suis formée par Robert Dills et Steve Gilligan pour la 3e génération de PNL. On pourra en parler si ça intéresse du monde. Bien sûr, on va parler de la PNL. Qu'est-ce que c'est un peu la PNL et puis comment ça peut être utile dans ce que tu fais. Effectivement, je suis coach également. Pourquoi parler d'habitude et de mindset quand on parle de coaching et aussi je suis thérapeute parce que c'est la clé de tout. On va le voir, ça dépend. Tout dépend de ça, des habitudes et du mindset dans ce qu'on fait dans la vie. Tout à fait, très bien. Alors on va peut-être partir par des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude? Qu'est-ce que c'est un mindset? Alors d'abord, une habitude, c'est une manière usuelle de faire les choses. Donc c'est une manière répétée. On le fait une première fois, on le fait une deuxième fois, on le fait une 15e, une 15 millième fois. Et ça devient une habitude. Quand on parle d'habitude, on parle aussi de rituel, on parle aussi de coutume, on peut parler de méthode et on peut même parler de stratégie. Quand on parle d'habitude, il y a tout ça là-dedans. Tout ça là-dedans. Eh oui. Et ça devient une seconde nature finalement. Exactement. Quelqu'un qui est colérique, c'est une personne qui a l'habitude de se mettre en colère, peut-être aussi d'une certaine manière. Et elle est ensuite étiquetée, estampillée. Colérique, quelqu'un qui est sportif, c'est quelqu'un qui fait du sport régulièrement, peut-être tous les jours, qui a donc l'habitude de faire du sport et qui devient donc sportif. C'est ça. Donc, est-ce que la question clé, c'est est-ce qu'on peut changer d'habitude, c'est-à-dire est-ce qu'on peut changer de nature finalement? Tout à fait. Alors, la question renvoie aussi à celle de mindset. Qu'est-ce que c'est qu'un mindset? Alors, en français, on va très mal le traduire par état d'esprit. C'est pas du tout ça. C'est le programme qu'on en a, en fait. Le programme qu'on a et les programmes qu'on a. Il faut imaginer comme un ordinateur avec tout plein de logiciels et aussi des virus. Et c'est tout ça qui fait un mindset. C'est effectivement tout ça qui fait le mindset. Et le mindset, c'est aussi, heureusement ou malheureusement, les habitudes conscientes et inconscientes qu'on peut avoir, et ce, tous les jours de notre vie, qui finalement vont donner notre vie. C'est ça. Et il y en a qui sont donc très, très enfermés dans leur mindset et donc dans leurs habitudes. C'est ça. Mais l'habitude va construire le mindset ou c'est le mindset qui va créer l'habitude? C'est le vase communicant. C'est Aristote qui disait que nous sommes la somme de ce que nous avons l'habitude de faire et que donc l'excellence n'est alors pas un acte mais une habitude. Et c'est bien là-dessus qu'il faut partir. C'est que le mindset va créer une habitude, l'habitude va créer le mindset, d'où l'intérêt de surveiller aussi ses pensées. Parce que c'est les mêmes pensées, quasiment les mêmes, sans donner de chiffres non plus, entre aujourd'hui et demain, et elles sont pour la plupart négatives. Donc si on ne surveille pas ces pensées, je vous laisse faire le calcul et je vous laisse voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est ça, il y a à peu près 60 000 à 70 000 pensées par jour qui sont créées par notre mental. Si 80% sont négatives, on est assez mal barré pour la plupart des gens. Mais heureusement, il y en a qui ont des pensées positives, donc ça va. Tout à fait. Et par exemple, on peut parler de l'habitude de procrastiner. Ok. Alors, est-ce que procrastiner, c'est une habitude ou est-ce que c'est une action
qu'on met en place ou est-ce que c'est surtout une non-action? Et peut-être que là-dessus, la clé, ce serait de tout simplement passer à l'action, peut-être sans réfléchir, puisque notre mental est là aussi pour nous balancer plein de pensées, plein de croyances limitantes qui sont, on va dire, pas aidantes et qui font que finalement, on va pas aller courir, on va pas faire la feuille d'impôt, on va pas faire l'administratif, on va pas ranger ce fameux placard. Et c'est ce qui donne finalement la somme d'habitudes finalement et d'une vie qui ne correspond pas à ce qu'on veut et qui n'est pas la meilleure version de nous-mêmes. Et qui nous catalogue comme étant un peu paresseux, peut-être. Voilà. Alors, le procrastinateur, il va avoir souvent cette réputation de ne pas faire ce qu'il faut, de pas, dans le monde professionnel, et là, ça devient grave, de ne pas être fiable. Et là, ça devient un vrai problème. Il est aussi catalogué de peut-être un peu mou, qui réagit pas, qui fait pas les choses comme il faudrait, etc. Donc ça peut avoir de vraies conséquences. Et là-dessus, peut-être que le mieux, c'est de justement pas réfléchir et passer à l'action, faire les choses qu'on devrait faire justement en arrêtant d'analyser absolument tout. Ça sert pas forcément à grand-chose, sinon ça se saurait. C'est ça. Et donc, en fait, on débouche sur un manque de motivation aussi. Si on procrastine, on a ça. Un manque d'ambition. Et oui. Quelque part, il faut aussi traiter ce genre ce manque-là. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que finalement, qu'est-ce que ça donne? Quand on ne fait pas les choses et qu'on a l'habitude de procrastiner, déjà, 1, on ne fait pas les choses comme il faudrait, 2, baisse de l'estime de soi, baisse de la confiance en soi, 3, baisse de la motivation, et je ne suis pas forcément la seule à le dire, mais surtout dans le monde du développement personnel, des thérapeutes ou des coachs, souvent on vous parle de motivation, faut être motivé. J'ai envie de dire oui et non, hein. La motivation, c'est bien pour commencer une action. Ouais. Mais après, c'est la rigueur, la discipline, la volonté et l'engagement qu'on a finalement dans le sens de ce qu'on donne dans notre vie. C'est ça qui va, entre guillemets, nous sauver de ce qu'on pense être la grande solution qui est la motivation. Parce que le jour où on n'est pas motivé, qu'est-ce qu'on fait? On reste devant le canapé? C'est ça. On reste dans le canapé? C'est ça qu'on fait? Tout à fait. Il faut... non. Mais il faut avoir en fait la persévérance et le courage de la persévérance. Parce que ça demande un certain courage de faire tous les jours quelque chose qui, des fois, c'est la même chose, c'est la même action répétitive, la même habitude tous les jours, mais il faut avoir du courage pour la faire. Et c'est pas évident. Le sportif qui va courir tous les jours, ne fût-ce que 10 minutes, il a plus de courage que celui qui va faire 2 heures de foot le dimanche, par exemple. Tout à fait. Parce qu'il fait tous les jours, une petite action. C'est la régularité. Hein. C'est la régularité qui fait... Déjà, 1, l'habitude, ça paraît hyper évident, mais en fait pas tellement. Et deuxièmement, c'est aussi la régularité et la discipline qui va renforcer la confiance en soi, l'estime de soi, justement aussi cette motivation, en restant connecté au sens et aux valeurs, vraiment de manière alignée à nos valeurs et à qui on est, et à nos passions. C'est ça finalement qui va nous permettre de faire ce qu'on veut dans la vie, in fine. Tout à fait. Donc, cette habitude et ce mindset, comment acquérir, finalement, la question, c'est comment acquérir des habitudes positives et un mindset positif. Mm-hmm. Parce que si les gens viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont un besoin de changer quelque chose, de programmer une nouvelle programmation de leur mental, de leurs habitudes et de leur mindset automatiquement. Mm-hmm. Alors, déjà... peut-être reprendre conscience que notre pouvoir et notre puissance ne nous quittent pas, malgré les événements de la vie. Là, on traverse une crise, c'est la Covid, puisqu'apparemment, il ne faut pas dire le. Voilà. On traverse une crise sanitaire, économique, il y a des drames, c'est une réalité, c'est comme ça. Comment on fait à ce moment-là, pourquoi pas, pour acquérir des habitudes et un mindset qui nous permettent peut-être aussi même de lancer une entreprise en plein dans cette tempête. Comment on fait? Déjà peut-être en se reconnectant de manière authentique à ce qu'on veut dans la vie, à notre passion, à nos valeurs, à nos croyances les plus aidantes, pour nous permettre de se poser la question de savoir effectivement ce qu'on fait là et ce qu'on veut offrir au monde, quelle est notre intention générale, qu'est-ce qu'on veut vraiment créer dans ce monde, qu'est-ce qu'on veut apporter. Et en faisant justement le tour de ce qu'on veut créer et en recoupant avec ce qu'on peut apporter, peut-être, s'il nous manque une formation, s'il nous manque quelque chose, aller chercher ce qu'il faut, s'entourer comme il faut de praticiens, de coachs, d'accompagnants, d'incubateurs. Et là, pourquoi pas se lancer et créer
grâce à d'autres et grâce à ce qui est au fond de nous-mêmes d'abord, créer notre réalité, celle qu'on souhaite, en se lançant, pourquoi pas, et déjà en créant des habitudes les plus aidantes, et ce par le premier petit pas. Oui, c'est intéressant, c'est très intéressant ce que tu dis, mais est-ce que ça ne s'adresse pas déjà à une élite qui va être dans cette créativité, cette nouvelle création? Pas tout le monde est apte à créer quelque chose de nouveau. Tout le monde est apte. Tout le monde est apte. Tout le monde est apte. On peut se reconnecter à qui on était enfant aussi. On peut s'aider de ce qu'on était enfant. On était tous des enfants qui jouent, qui créent, qui apprennent. On était tous en train de s'entraîner, pourquoi pas à marcher, à dessiner. On était tous curieux. On avait tous envie, cette soif d'apprentissage, cette curiosité. Peut-être que justement, ce serait bien de se reconcentrer, de se recentrer sur cette envie et non pas sur la peur, sur cette curiosité d'apprendre et non pas sur les obstacles. Comme tu le sais, Shlomi, de toute façon, dans ton métier, notre attention va là où, notre énergie va là où va notre attention. Et forcément. Et notre intérêt. Exactement. Oui. Et ce qu'on aime aussi. Exactement. Mais quelquefois, on l'oublie parce qu'on se concentre sur ce qui nous fait gagner de l'argent. Et grâce à des méthodes type, comme par exemple l'ikigai, cette méthode japonaise, ça nous permet de refaire le tour là-dessus et de nous concentrer à nouveau sur ce qui a du sens, ce qui apporte de la joie et ce qui est facile. Ce qu'on a à faire, les habitudes et le mindset, ce qu'on a à créer dans notre vie, ça n'a pas l'obligation de nous créer de la souffrance. C'est pas obligatoire. Non, tout à fait, bien entendu. C'est obligatoire de se créer du bonheur, au contraire. Exactement. Donc, on est dans cette obligation et que les gens, malheureusement, voient le point noir au milieu de la feuille blanche au lieu de voir toute la feuille qui est blanche. Et exactement. Ça, c'est tout le travail, en fait, de transformer, de perception de la réalité qui n'est qu'un filtre de nos propres lunettes, en fait. Et oui, et c'est notre ami Albert Einstein, qui nous disait, je ne sais plus quelle était la citation exactement, mais qui dit en gros que pendant 15 ans, on nous apprend plein de choses à l'école, mais on ne nous apprend pas la relation à la confiance, la passion, l'amour, et c'est finalement ça qui nous reconnecte. Quand on parle de dépression, de perte de sens, par exemple, on est en pleine reconversion professionnelle ou on est en pleine séparation, on est d'un carrefour de sa vie où on vit une crise comme aujourd'hui, qu'est-ce qui finalement nous sauve? Si ce n'est l'amour, la passion, cette envie d'apprendre, tout ça, finalement, est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur la personnalité de la personne pour avoir ce mindset positif? Alors, les deux se nourrissent. On peut avoir une personnalité qui est plutôt enthousiaste et tournée vers les solutions. Et là, on ne va pas rentrer dans des choses très techniques comme les profils psychologiques, MBTI, ProcessCom et compagnie. On va rester sur des choses plus intéressantes, finalement. Donc, les personnalités et notre personnalité peut déterminer, bien sûr, notre mindset, ça c'est sûr. Mais notre mindset peut aussi déterminer notre personnalité. Ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est figé. On peut agir sur absolument tout. Et c'est pas parce que jusqu'à maintenant, par exemple, on était taxé de quelqu'un de morose que demain on peut pas être quelqu'un de joyeux. Il suffit de le décider, c'est comme pour tout. Tout est action finalement, tout est décision d'agir, de changer, de modifier, de mettre en place le petit pas qui va permettre de réaliser encore une fois non pas seulement un objectif, mais une intention et pourquoi pas l'intention d'être quelqu'un de positif qui amène du positif dans la vie des gens, dans la vie des autres, dans le monde. Mmh. Avec la condition pour cela, et je vais mettre un petit bémol, c'est pas dans mes habitudes, de prendre conscience qu'on doit changer. Et oui. Parce que c'est la condition sine qua non. Si on ne prend pas conscience, on ne peut rien changer. Mais comme tu le sais, Shlomi, de toute façon, dans le cadre de notre métier, qu'on soit thérapeute ou coach, nous, on doit recevoir une demande claire de notre client ou de notre patient. Et bon, pour faire cette demande, bien sûr, il doit en prendre conscience. Alors, bien sûr, au cabinet, il y a plein de prises de conscience, on est d'accord. Mais la première des prises de conscience, c'est peut-être aussi d'avoir suffisamment mal dans sa vie pour se dire « ça suffit, j'en ai marre, je veux changer ça ». Exactement. Malheureusement, il y en a beaucoup dans ce monde et dans notre société qui vont très mal, mais qui pensent qu'ils vont très bien et qui ne vont jamais rien changer dans leur vie et qui vont mourir comme ça.
Alors, tout à fait. Et alors, le drame et le surdrame dans tout ça, c'est que non seulement il faut en avoir conscience, mais en plus, on peut estimer, pourquoi pas, être victime de plein de choses. Absolument. Victime de l'État, de son éducation, de son passé, de ses parents, de son héritage, de la génétique, du monde, du temps, de l'époque, et j'en passe. Et donc, on est une victime des circonstances de son enfance et jamais on ne bouge. Alors, finalement. on peut être victime dans une certaine mesure de certaines choses, de certains événements. Dans une certaine mesure, oui, certes, mais à un moment donné, comme tu le dis si bien, il faut prendre conscience que notre puissance et notre pouvoir, on le garde. Il suffit de voir l'exemple de Nelson Mandela, 36 ou 37 ans, je ne sais plus, en prison. Oui, 27 ans, je crois. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Pourtant, cet homme-là est resté libre dans sa tête, autant qu'on peut l'être quand on n'est pas libre physiquement. Et quand on voit ce qu'il a fait, quand on voit son discours d'investiture, quand il a cité toutes ces personnes qui ont marqué sa vie, et dans son discours, c'est effectivement que notre plus grande peur, c'est non pas nos échecs ou notre incapacité à faire les choses, mais notre plus grande peur, c'est notre lumière. Et la manière illimitée qu'on a d'impacter ce monde. Et tout ça, encore une fois, ça tient à une décision qu'on prend, à des actions qu'on met en place. Et ça demande pas simplement de la stratégie, mais comme tu le dis, déjà une prise de conscience et une volonté de mettre en place sa propre singularité. Tout à fait. Et donc, on est sur cette capacité, justement, à pouvoir faire face, à se remettre sur les rails aussi. C'est ça. Ce qui est très, très important pour pouvoir se relever quand, justement, on franchit la porte et ça change tout. Exactement. Ce qui est important, effectivement, c'est pas de se dire que tout va bien se passer. Bien sûr que non, tout ne se passera pas bien. Ça, on est tous d'accord. Ah bon ? Mais le but, c'est quoi ? C'est de se relever, quitte à changer de monture, quitte à se dire, ok, c'est pas le bon chemin, je vais peut-être arrêter de m'entêter là-dessus puisque je me rends compte que ça ne me convient pas et c'est mon mindset, ce sont mes habitudes qui vont aussi m'indiquer ça. Ça peut être un symptôme, ça peut être une indication là-dessus. Et le but, c'est de se dire, finalement, par exemple, quand on est critiqué, comment faire face à ça ? Et là, on ne parle pas simplement de résilience au sens de rebondir, on parle aussi de tout simplement comment prendre conscience, comme tu l'as dit aussi, que ce n'est pas le bon chemin, tout simplement parce que ça ne nous correspond pas. C'est ça. Et comment est-ce qu'on sait quand ça ne nous correspond pas ? On a des indicateurs. Corporels, en fait. Oui. Le corps parle. La boule au ventre. La boule au ventre, du mal à se lever le matin, le mal au dos, du mal à y aller, le mal au dos, bien sûr, les migraines, le mal au dos. Tout ça. En fait, le corps nous indique, pas seulement par des émotions, mais par il somatise aussi beaucoup. Le corps nous indique tout ce qu'il faut pour qu'on se lève et qu'on aille mieux et qu'on change. C'est-à-dire que le corps, il se met aussi à parler, surtout quand on s'entête à faire des choses qui ne nous correspondent pas et que ça devient un appel, un cri de la part du corps qui nous dit « ça suffit, maintenant, ça ne me correspond pas, c'est pas ça que je veux ». Et sans aller dans des choses extrêmement graves, il peut y avoir des maladies, bien sûr, il peut y avoir une issue qui n'est pas forcément extrêmement favorable pour tout le monde, mais tout simplement des indications que ce n'est pas le bon chemin. Peut-être rester connecté au corps, prendre le temps, pourquoi pas, de faire de la cohérence cardiaque, des exercices que tu dois donner toi, oui, bien sûr, systématiquement, je les donne systématiquement, bien sûr, des exercices d'énergie, de respiration, de pouvoir se remettre en contact, en lien avec son corps, parce que c'est très important, puisque, comme on le sait, la maladie, elle vient parce que le mal a dit, et on se dit du mal à soi-même, de soi-même, et c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir des messages très, très contraignants, que le corps envoie des messages. Et je montre aux gens que quand quelqu'un est dans le coma, il peut être dans le coma 10 ans, 20 ans, 30 ans, il ne va jamais tomber malade. Il ne sera jamais tombé malade parce que, tout simplement, le mental, le cerveau ne lui envoie aucun message négatif. Donc, lui, son corps, il se porte bien, finalement. Et ça, c'est important de savoir que notre bonheur ou malheur dépend de nos pensées et de ce qu'on se dit à soi-même. Donc, très important, en effet. C'était Victor Hugo qui disait « Il ne s'agit pas d'être ému, il s'agit de faire face à l'incidence et le choix. Devoir de quiconque n'est pas imbécile. »
Alors, tu vas nous expliquer cette phrase En fait, lui, il met l'accent sur le fait de voir, de prendre conscience. En fait, ça recoupe vraiment ce que tu dis. C'est vraiment prendre conscience, rester connecté aux choses, rester présent ici et maintenant. Pas être dans le futur et dans les angoisses, ni être dans les regrets, dans tout ça, dans le passé, mais de rester connecté ici et maintenant. Rester connecté ici et maintenant, faire face, voir ce qui se passe, réagir, mettre en place des choses. Et ça peut être par des exercices comme ceux que tu viens de citer, ça peut être aussi par plein de choses et bien sûr par aller se faire aider et accompagner. C'est pas une marque de faiblesse, c'est au contraire une force, admettre sa vulnérabilité, son besoin et aller voir une personne qui est qualifiée pour, qui est formée pour. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est intéressant parce que les gens pensent que lorsque, par exemple, quelqu'un va se casser le bras ou casser la jambe, il va évidemment aller voir un médecin ou aller à l'hôpital pour qu'on lui mette un plâtre en place. Il ne peut pas le faire tout seul. C'est impossible. Il ne peut pas réparer sa jambe tout seul. Ça ne marchera pas. Mais il n'imagine pas que la même chose est aussi valable pour l'esprit. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas parce qu'on est malade de l'esprit, c'est simplement qu'il y a un truc à réparer. Eh bien, on va demander d'être accompagné par quelqu'un qui est spécialiste et qui sait, qui peut nous aider dans cette démarche-là. Ça n'a rien à voir avec être malade. Et c'est toute la différence entre la psychologie d'avant, qui était très passéiste et qui voyait les défauts des personnes et qui va analyser le pourquoi du comment on a mal fait, avec les méthodes d'aujourd'hui de psychologie positive, de coaching positif, d'hypnothérapie, de PNL, qui va aller voir les qualités des personnes pour mettre en avant ces qualités-là, au contraire. Exactement, Shlomi. Et c'est ce que permettent justement des méthodes telles que la PNL de 3e génération, ce qu'on apprend avec Robert Dilts, le coaching génératif qui n'a rien à voir avec le coaching traditionnel, oui, et qui lui permet d'aller vers l'avant, inventer, s'inventer, se réinventer, aller vers quelque chose de complètement nouveau. C'est ce que permet aussi l'EFT. Tout à fait. L'EFT et le faster, traiter, reconnecter, libérer les émotions et aller de l'avant et non pas rester complètement piégé, sclérosé, justement, avec peut-être des maladies dans le passé. Parce que là où nous vivons des choses, nous restons figés. Quand nous vivons des choses à 13 ans émotionnellement sur certaines choses, on a 13 ans, même à 57 ans. Tout à fait, c'est ça. Et donc, le fait de sortir de ces routines, mais aussi d'établir de nouvelles routines, c'est important. Oui. De pouvoir rentrer dans quelque chose d'un changement. Un changement qui va être peut-être radical. C'est comme un clou qui est tordu. Mais il faut mettre une pression pour le redresser, même si on ne va pas tout à fait pouvoir le redresser, mais mettre une pression. D'abord, il faut le décider, comme tu l'as si bien dit. Et de deux, moi, ce que je recommanderais, si vous voulez changer d'habitude, là, ça y est, c'est la nouvelle année qui arrive, c'est le moment des résolutions, qu'on ne tiendra jamais, bien entendu. Hein. En fait, le mieux là-dessus, c'est de partir sur quelque chose de simple. On veut arrêter de fumer, on veut se mettre à courir, on veut perdre du poids, on veut changer de diète, on veut changer de métier, ou on veut même doubler son chiffre d'affaires. Ça part par un tout petit pas. La politique des petits pas, partir sur quelque chose de réaliste et rester sur un positionnement qui reste toujours positif et valorisant envers soi-même, se parler gentiment et mettre en place des choses qu'on peut faire au quotidien qui vont finalement, par leur somme, donner quelque chose d'extraordinaire et on pensait même pas qu'on était capable de le faire et finalement on l'aura fait et on aura créé de nouvelles habitudes. Un truc simple, je veux aller courir, en fait, je n'attends pas le matin pour aller chercher mes affaires dans la machine à laver et autres, je garde mes baskets, ma tenue de sport à proximité, au moment de me lever, je sais que je vais aller courir à ce moment-là. C'est-à-dire tout simplement se faciliter les choses et non pas se créer des choses complètement impossibles et se mettre dans des stratégies d'échec pas croyables pour finir par se dire « Ouais, de toute façon, je savais que je n'étais pas capable de le faire. » C'est ça, mais il faut préparer en fait, il faut se préparer. Il faut préparer ses affaires comme un écolier va préparer ses affaires le soir pour pouvoir partir à l'heure le lendemain matin. Il a ses devoirs faits, il a ses livres dans son cartable. Ben, c'est pareil, en fait, il faut reprendre certaines habitudes de l'enfance qu'on a complètement oubliées. Et puisqu'on parlait de l'enfance et qu'on parlait de tomber aussi, de se relever, quand on sait qu'un enfant tombe 3-4 000 fois avant de savoir marcher, il n'y a aucun parent, aucune mère, aucun père qui va dire à son enfant « tu ne sauras jamais marcher ». Il va toujours l'encourager « mais oui, tu vas réussir ». Et c'est tellement dommage que les parents changent de
de discours. Une fois que l'enfant prend conscience de ce que ça veut dire les mots, il comprend les mots, ben après on lui dit mais tu n'y arriveras jamais, t'es nul, tu seras jamais un matheux, jamais en français, jamais bien, jamais ceci, jamais cela, et on est dans ou toujours nul, ou toujours mauvais en orthographe, parce que ceci, parce que cela. C'est tellement dommage qu'on casse nous-mêmes la propre confiance en soi de nos enfants, et donc des adultes futurs. Alors je sais, Shlomi, que ça aussi c'est un sujet qui te tient à cœur aussi, la parentalité, le rapport entre le parent et son enfant, et effectivement c'est vraiment central. Et d'ailleurs on n'a pas forcément besoin aussi d'avoir des enfants, mais toutes les personnes sur lesquelles on peut avoir un tout petit peu d'influence bien sûr. Et un impact, faire attention effectivement aux mots qu'on emploie, et déjà peut-être commencer à faire attention à la manière dont on se parle nous-mêmes et dont on a l'habitude de se parler, ce qui donne le mindset. Et oui, je fais le point avec le sujet. Mais revenons sur ce sujet justement. Des fois, on tourne un peu, mais c'est vrai que cette habitude-là de mal se parler et de se critiquer, en fait. On s'autocritique et finalement, ça rejaillit sur nos proches aussi. Ben oui, mais de toute façon, on ne parle pas à ses enfants d'une manière différente de la manière dont on se parle nous-mêmes. Hein. Donc si on dit à son enfant « Ah, t'es nul, t'y arriveras pas, tu vas tomber 4000 fois avant de savoir marcher », forcément, c'est qu'on se le dit à nous-mêmes, et peut-être, éventuellement, peut-être on n'a pas atteint ses propres objectifs dans sa vie. C'est peut-être ça qui fait qu'on parle comme ça à son enfant. Voilà. Et on a peur. Donc, on inculque cette peur à nos enfants aussi. C'est ça. Et peut-être que cette peur, finalement, c'est quelque chose d'hérité, hein, on est d'accord, mais pas simplement d'hérité, c'est quelque chose qu'on crée, qu'on transmet. C'est quelque chose qui nous vient d'expérience, qui nous montre que on avait bien raison d'avoir peur, on avait bien raison de se dire qu'on n'était pas capable. Et puis, on veut peut-être aussi protéger nos enfants. On pense qu'on les protège en leur disant « tu n'y arriveras pas ». Je ne sais pas, peut-être. Mais tout à fait, c'est vrai, parce qu'on casse leur confiance en soi, parce que nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous, ou la personne, en tout cas, n'a pas confiance en elle, de laisser prendre son enfant, prendre le bus tout seul, d'aller dehors. C'est vrai que ce n'est pas un milieu évident aujourd'hui, mais malgré tout, c'est important quand même que l'enfant ait cette confiance en lui, pour qu'il puisse se débrouiller tout seul. C'est ce qu'on veut, c'est l'indépendance de nos enfants, mais aussi avoir des adultes indépendants. Oui, et indépendant émotionnellement et effectivement. Alors ça, c'est encore une autre question, mais qui dépend tout à fait aussi du mindset. Hein. On va avoir des personnes qui ne vont pas se sentir capables d'un truc très très simple, de se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'indépendance ou de la dépendance affective ou émotionnelle, il y a déjà un couac. C'est ça. Donc, c'est possible aussi que ça vienne de là. Et je rassure tout le monde, on peut travailler là-dessus, on peut mettre en place des méthodes, des outils. Il existe des techniques qui permettent de libérer tout ça et de créer des stratégies qui nous permettent d'avancer et d'atteindre nos intentions et nos objectifs. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en place une routine, finalement, une routine qui puisse nous amener à changer déjà ce mindset de « je ne suis pas capable de ». Ok, alors déjà, première chose, je vais casser un mythe. Allez, on y va, on casse. Première chose, il faut arrêter de se préparer. Il faut arrêter de se préparer, il faut faire. Faire, peut-être mal faire, mais faire. C'est-à-dire que la clé, elle est dans le mouvement. Elle est dans l'action. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, on appelle ça le lean startup, c'est-à-dire qu'on teste, on pivote, on teste, on s'adapte, on pivote, on teste, on pivote. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est tester à la manière d'un enfant, en fait. Toujours, on revient à cette clé-là, hein, qui est à la manière d'un enfant. La curiosité aussi d'aller de l'avant, quoi. Voilà, et de le faire ici et maintenant. Souvent, on me dit, je ne sais pas quel est le meilleur moyen, ou le meilleur moment, de me lancer, de créer mon entreprise, de quitter tel milieu, de quitter tel environnement, de quitter un pays ou un emploi, je ne sais pas. Pourtant, ce sont des gens qui, pour le coup, là, ont bien travaillé sur pourquoi ils font les choses, le sens, est-ce que c'est bien pour eux ou pas. Donc, cette question-là est réglée. Mais une fois qu'elle est réglée, ils font pas. C'est ça. Ou alors parce qu'ils se sont mal projetés et ils ont projeté dans 3 ans, dans 4 ans, dans trop d'années alors qu'ils sont déjà prêts maintenant. C'est ça, mais oui, mais parce qu'un changement, c'est forcément difficile. Oui, forcément. Forcément, il y a de la souffrance. Forcément, il faut faire des sacrifices. Forcément, on perd des choses, on perd des gens. Forcément, un changement, c'est quelque chose de traumatisant. Ça demande de l'argent. Ça, ce sont vraiment les pensées limitantes qu'on entend le plus en cabinet et ailleurs, dans le cadre de l'incubateur que j'ai fondé, que j'ai cofondé il y a quelques années maintenant. On entend ça tout le temps. Alors moi, je me projette dans 3 ans, dans 6 ans. J'ai eu comme ça une personne qui est
venu au cabinet qui m'a dit « Alors moi, pour me lancer dans mon entreprise, il me faut au moins 5 ans d'expérience en tant que freelance pour telle chose. » Je dis « Ah bon ? Et pourquoi ? Et comment tu sais ça ? Enfin, comment tu sais ? Et qui a dit ça ?» Les questions de base en programmation neurolinguistique. Et elle me dit « Non, mais parce que comme ça, j'aurais acquis la confiance en moi, etc. » Je dis « Et ce serait comment si tu avais confiance en toi maintenant ? Là, maintenant, ce serait comment ? Ah, ce serait comme ci, ce serait comme ça, je m'imagine comme ça, comme ça, comme ça. D'accord, et si là, tu fermes les yeux et que tu imagines... Et... Je vais pas faire ton travail, Shlomi. Non, mais comme ça, on entend comment procéder. Et c'est vrai que ça permet de réfléchir, tout à fait. De se mettre tout de suite dans le rêve. En fait, il faut vivre ce rêve. Et la visualisation. Maintenant, la visualisation, la projection. C'est intéressant, j'en parlais ce matin. Le rêve de Jacob, dont on parle dans la Bible, dans la Torah. Et ce rêve-là, c'était quoi en fait ? C'était des anges qui montent sur le trône céleste et qui voient sa figure, comment il sera dans 50 ans, dans 60 ans, et qui viennent lui rapporter « Tiens, on t'a vu comme ça, là-bas, maintenant. » Et c'est ça que tu dois arriver. Donc, c'est ton rêve, c'est ta projection, c'est ton ambition. Et il s'est réveillé parce que pour réaliser ses rêves, il faut se réveiller. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Et donc, il s'est réveillé et il a dit, mais j'agis tout de suite. Tout de suite, je le fais. Et c'est comme ça qu'il est parti dans l'action, justement. Et c'est très intéressant. Ça fait partie de la portion qu'on lit cette semaine. Et justement, pour ça, de réaliser son rêve. Mais il faut avoir ce rêve au départ. Et que ce rêve soit une vraie ambition avec, comme on dit, et que ce ne soit pas une illusion. Parce que on ne dit pas une désambition. D'accord ? Donc, quand on a une image, une projection, on peut avoir une illusion de ce qu'on a fait et c'est raté. Mais quand on est ambitieux, alors on réalise son rêve. Et on arrive donc à concrétiser ce rêve-là. C'est ça, c'est le passage entre le rêveur et le réaliste, en fait. Exactement, mais il faut le faire, il faut se réveiller pour ça. Et c'est ça. Il faut voir les deux. Quand on fait ce passage entre le rêveur et le réaliste, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on passe aussi par les obstacles. Les obstacles qui peuvent être tout simplement un symptôme de ce qui n'est pas encore réglé ou des choses qui vont devenir des ressources. Puisque les obstacles, même ceux qu'on vit aujourd'hui, cette crise, en quoi cette crise peut être une opportunité ? Pour qui et en quoi ? Comment on peut la transformer en opportunité ? Oui, c'est une crise sanitaire, économique, oui, c'est pas cool, oui, ça nous met en difficulté, oui, on voit pas les personnes qu'on veut. Mais comment on peut faire pour transformer ceci en notre rêve qu'on va réaliser ? On était, pendant la pause, comme cette émission passe en live aussi sur Facebook, on a une question d'une de tes fans. Claire. Qui demande, quand on veut faire un premier pas, qu'il y a trop d'actions dans tous les sens qui sont peut-être une fuite en avant. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la meilleure stratégie à adopter à ce moment-là ? Tout d'abord, merci encore Shlomi pour cette invitation et à Radio Anguin au top. Et merci Claire pour cette question. Alors, pour moi, cette question revient à se demander si la première action est la bonne action. Souvent, on ne fait pas les choses, on ne prend pas de décision, on ne met pas en place de bonnes habitudes, ou on ne retire pas des habitudes qu'on va appeler pas mauvaises, mais pas aidantes, tout simplement parce que le premier pas, et effectivement, c'est vrai, c'est une réalité, pas si facile que ça. D'abord, il faut trier, faire le point, Claire, et tout le monde. Faire le point, c'est-à-dire trier la bonne action, l'identifier. Peut-être que la première action qu'on va faire, on va mettre la barre beaucoup trop haut. C'est ça. Et on va se mettre en échec. Et après, on va se dire, ouais, je savais bien que c'était trop dur. Donc, peut-être effectivement identifier la bonne action. Quelle est la bonne action ? Peut-être que la bonne action n'est pas la plus importante. Peut-être qu'au contraire, étant donné que nous avons un mental qui n'aime pas, le cerveau n'aime pas les changements, il n'aime pas ça, comme on a un petit peu cette peur-là, on va endormir la méfiance de notre cerveau et on va lui dire « Non, c'est rien, regarde, j'ai juste mis mes baskets là à côté de la porte, tout va bien !» Et dans ce cas-là, ne pas commencer par l'action la plus compliquée, mais par l'action la plus facile. Quand on a une multitude d'actions à mettre en place, peut-être que le mieux, c'est encore une fois se reconnecter avec le sens. Est-ce que c'est bien ce qu'on veut faire ? Oui, non. Voir avec son corps aussi, ça me parle pas. Revoir avec tout son système de valeurs, d'identité, d'authenticité. Et à ce moment-là, regarder effectivement toutes ces actions qu'on veut mettre en place et
tout simplement mettre en place la plus simple, la plus petite, et non pas la plus importante ou la plus compliquée. Tout à fait. Alors moi, j'en ai une, mais qui est tous les jours. C'est simplement au réveil, de prendre une petite pause, de remercier le fait que je me suis bien réveillé, en bonne santé, et de commencer par poser le pied droit par terre. On commence par le pied droit et en se disant aujourd'hui va être une bonne journée. Super. Déjà une première petite action au réveil, juste commencer par le pied droit. Pour le pied droit, ce sont des coutumes et des habitudes aussi, mais parce que quand on commence adroitement, quand on commence par le pied droit, on est parti pour une bonne journée. Du bon pied. Du bon pied, c'est le proverbe ou le dicton. Donc voilà pour une petite action dès le départ. Mais après, bien sûr, on parle d'actions de vie qui peuvent être justement dirigées autrement. Et pour cela, il faut mettre en place un coaching, il faut en parler, il faut mettre en place un objectif. Et on est parti sur justement des actions qui vont être dans le temps, qui vont être smart, comme on dit, pour pouvoir arriver à ces fins. Exactement. Et là, on touche aussi à un de mes cœurs de métier, c'est la stratégie finalement. C'est ce mot-là. Et la stratégie, c'est un des synonymes d'habitude. Oui. Effectivement, le but, c'est de mettre en place une suite de petites actions répétées et de trier et de mettre en place tout ceci dans le cadre d'un plan d'action. Bien sûr, on reste connecté à sa propre volonté, au sens de sa vie, vraiment à ce qui est au cœur de ce qu'on veut faire, de sa mission et de sa vision. Ça, c'est vraiment au cœur de tout ça. On ne le perd pas de vue, on est tous d'accord. Et ensuite, on se demande comment on va procéder. On se calme, on se recentre. Et ne pas hésiter à faire une liste d'actions et à les numéroter et à changer les numéros aussi. Peut-être qu'on se rend compte en faisant, en pivotant, que c'était pas forcément dans cet ordre-là, que l'ordre n'était pas bon, n'était pas pertinent ou fait que c'est juste compliqué ou tout simplement infaisable. Par exemple, quand on met en place une habitude et que on s'acharne à mettre en place cette habitude à 16h, alors qu'on sait très bien qu'à 16h, c'est impossible. Tout à fait. On le sait, mais on le fait. C'est ça. Parce qu'on se dit, ce serait bien parce que X fait ça, Y fait ça, donc moi aussi je vais le faire. Sauf que ça ne correspond pas. Exactement. Donc, mettre en place de bonnes habitudes au bon moment et avec les bonnes priorités aussi. Il faut prioriser les choses. Exactement. Et la clé, de toute façon, souvent, on n'y pense pas, mais souvent, c'est le moment de la journée. Le déclencheur. Une habitude, ça fonctionne avec un déclencheur. C'est comme un prédateur avec sa proie. S'il n'y a pas le bon déclencheur, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que là-dessus, le choix qu'on doit faire, c'est souvent le bon moment et le bon environnement. Mettre en place une habitude, par exemple, de faire du sport alors qu'on est en plein milieu, on le sait très bien qu'à cette heure-là, on est en plein milieu du métro et qu'on ne pourra pas faire de sport, franchement, entre nous, est-ce que c'est bien sérieux ? Non, ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné. Justement. Exactement. Parce que le coach ou l'accompagnateur, l'entraîneur va pouvoir déterminer et filtrer si cette habitude ou ce moment-là est bien ou mal choisi. Exactement, c'est Paul-Émile Victor qui disait que la seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir, c'est bien celle qu'on ne tente pas. Voilà. On est bien sûr de ne pas réussir, mais pour tout le reste, c'est possible de réussir. C'est possible de réussir. Et pour réussir, il faut aussi peut-être, parfois, souvent, savoir sortir de son petit nid douillet, comme cette maman oiseau qui, pour apprendre à voler à son oisillon, va le pousser hors du nid. Lui donner un coup de patte. Un coup de patte, un coup de pied. Oui, un coup de pied, mais pour se donner un coup de pied, il faut bouger le pied. Et donc, va permettre à l'oiseau de tomber et tomber jusqu'à ce qu'à un moment, il se dise, tiens, il faudrait peut-être que je batte des ailes. C'est ça. Et il se met à ce moment-là à voler de lui-même. C'est ça. Alors là-dessus, pareil, dans le monde du développement personnel, chez beaucoup de nos confrères et amis, on parle beaucoup de sortir de sa zone de confort. Moi, je préfère dire élargir. C'est quand même un peu moins violent déjà. Oui. Et on peut garder finalement sa zone de confort, bien douillette, son petit cocon. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on va travailler à travers ça, ce jeu entre l'estime et la confiance en soi. Grâce à l'élargissement de la zone de confort, et ce, bien sûr, juste avec le fameux premier petit pas, tout simple. C'est ça, le premier pas et un deuxième petit pas et un troisième petit pas qui va permettre de sortir plus facilement si on fait un grand bond
et où on va tomber de haut, en fait. Imaginons qu'on veut faire une conférence. Qu'est-ce qu'on fait? On met en place des choses pour faire une conférence. Et puis on commence pas forcément par Bercy. On peut, hein, chacun son mindset. Mais on va peut-être mettre en place des choses qui vont nous permettre d'aller faire une conférence à Bercy tout en élargissant tout doucement sa zone de confort pour finalement y arriver et être pas forcément hyper à l'aise, parce que ça c'est encore le grand fantasme, il faut arrêter les films américains, même si j'adore ça, ou les séries, mais surtout y aller tout doucement, progressivement, en se donnant des mini-challenges, et ça fonctionne tellement bien, je le recommande. Tout à fait. Quel mini-challenge tu pourrais recommander? Alors, imaginons qu'on veut faire une prise de parole en public. Voilà, c'est ça. Alors, en public, aujourd'hui, on va se le dire, ça va être du Facebook Live. parce que sinon, c'est un petit peu limité, on va dire, pour les conférences. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Il n'empêche qu'on peut partir sur des petits lives courts, sur des sujets maîtrisés, préparer une structure, pourquoi pas, de live, et suivre au début cette structure de manière très très scolaire, pourquoi pas, et ensuite prendre la liberté d'élargir la zone de confort, faire des impros, se sentir de mieux en mieux, finalement faire de grands lives avec tout plein de gens, et pourquoi pas, quand la Covid, pardon, j'y arriverai pas, nous permettra de faire les choses, pourquoi pas aller à Bercy et faire une super conférence à la Tony Robbins. Voilà, donc faire de petites choses et des petits pas pour pouvoir grandir petit à petit et se voir donc grandir et progresser. Et de toute façon, les progrès, ils se font même inconsciemment, finalement. Exactement, et c'est là où dans cette notion d'habitude et de mindset viennent justement s'inviter les notions d'estime et de confiance en soi. Quand on dit qu'on n'a pas confiance en soi, là-dessus, par rapport à cette question-là, on sait identifier par rapport à quoi. Par exemple, je n'ai pas confiance en moi pour faire 3 heures de corde à sauter sans s'arrêter. C'est sûr, j'ai pas confiance en moi. Mais par contre, je vais m'entraîner. C'est ça. Là où quelqu'un d'autre au cabinet arrive en disant « j'ai pas confiance », parce que ça va être ces mots-là qui vont être utilisés, mais en général, et donc si on n'identifie rien, là on rentre dans l'estime de soi. Et là, les habitudes sont d'un secours énorme ou vont plomber énormément aussi, parce que les habitudes viennent aider ou plomber l'estime de soi aussi. On parlait tout à l'heure de procrastination. Si j'ai à nouveau encore et encore l'habitude de procrastiner, mon estime de moi va forcément baisser. Voilà, parce qu'on fait plus rien en fait. Procrastiner, c'est ne faire plus rien, et ne plus passer à l'action, c'est être endormi sur son canapé. Oui, mais ça peut tout simplement être un symptôme de stress, et puis ça va être notre manière à nous de gérer le stress, peut-être. C'est peut-être ça, ou c'est peut-être l'habitude de ne pas agir. C'est bien, tant que ça ne dure pas trop longtemps. C'est ça le truc. Tout à fait, ça a forcément des conséquences. Ça nous arrive à tous d'hiberner un peu et de rentrer dans notre caverne pour être en période hivernale, d'accord, donc dans les 4 saisons où on est en été, printemps, hiver et automne, et puis des fois on a besoin d'hiberner quelque temps, mais après il faut évidemment se reprendre très rapidement pour ne pas rester trop longtemps dedans. Tout à fait. On peut se demander justement quelle est notre météo du jour. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plutôt en été, en hiver, en automne? Oui, c'est un concept très populaire ces dernières années. Je ne l'utilise pas trop, mais moi non plus, j'avoue, mais ce serait bien de se poser la question finalement pour arriver, pourquoi pas, à se jauger et à prendre conscience. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être que c'est ça qui va nous faire prendre conscience qu'on n'est pas forcément à la bonne saison. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement obtenir la saison qu'on veut à l'intérieur de nous, bien qu'il se passe énormément de choses à l'extérieur qui ne correspondent pas forcément à notre rêve aujourd'hui. Tout à fait. Alors, puisque notre émission arrive bientôt à sa fin, qu'est-ce que tu pourrais proposer aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent par rapport à la crise qu'on vit en ce moment, donc avec le confinement, déconfinement, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux tous les jours, finalement? Le mindset, finalement, il est au service. On peut le mettre au service de cette adversité actuelle grâce à la résilience. On peut choisir quand même de voir les choses d'une manière différente. On n'est pas obligé non plus d'être complètement abreuvé, assommé
à longueur de journée de mauvaises nouvelles. Déjà, pourquoi pas faire le tri dans les informations qu'on peut avoir, vérifier les informations qu'on entend, parce qu'il y en a qui sont tout simplement fausses, et pourquoi pas décider d'agir à sa propre échelle. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qu'on peut aider à notre propre échelle? Est-ce qu'il n'y a pas des associations? Se rendre utile, c'est une des meilleures choses qu'on peut faire, notamment dans un contexte comme celui-là. Aider l'autre et aussi, pourquoi pas, se lancer soi-même. Se lancer, peut-être que c'est une opportunité pour se lancer dans ce qu'on veut finalement faire et arrêter un travail salarié qui finalement ne nous correspond pas. Peut-être que c'est une chance. Je ne sais pas. Tout à fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on peut se poser la question. On peut se poser la question et y aller. Exactement. Peu de gens le font. Peu de gens le font. C'est là que nous, on intervient. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Déjà, dans le monde où on est assez harcelé dans le monde du travail, avec la pression, beaucoup de pression. Donc, c'est pour ça que les gens sont eux-mêmes dans ce harcèlement et n'arrivent pas à imaginer qu'ils peuvent sortir de ça. Tu as dit quelque chose qui est vraiment la clé de tout. Imaginer qu'on peut. Ouais, voilà. Si on ne le visualise pas, c'est compliqué de pouvoir imaginer qu'on est capable de le faire physiquement. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qu'on visualise, on est parfaitement capable de le faire. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire, ça veut peut-être dire aussi qu'il suffit de se mettre en mouvement pour le faire. Donc, voilà. Donc on est toujours dans cette action-là, ne pas rester immobile et pouvoir bouger, déjà, ne fût-ce que faire un peu de sport, un peu d'activité physique aussi. Oui, mais alors une chose qu'on peut faire qui est très 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 simple, c'est demander des informations. Appelez Pôle emploi, appelez une association, appelez un responsable politique, allez voir une institution, appelez la mairie, appelez des amis. On a tous un réseau, on connaît tous en moyenne plus ou moins 500 personnes, même si on ne s'en rend pas compte. Même le boulanger, le voisin en fait partie, les collègues, les anciens collègues, les formateurs, les mentors, etc. Demandez de l'aide quand on en a besoin, c'est une des premières choses que je vous recommande de faire, surtout par ces temps-là. Ne restez pas isolés, je vais plutôt parler en PNL et dire ouvrez-vous aux autres et contactez des gens. Tout à fait. Et donc, quand on arrive à faire ça, déjà on se rend utile et on se sent utile. Exactement. Et là, il peut y avoir de super bonnes habitudes qui peuvent se mettre en place. Aller distribuer des livres, aller voir des malades, aller déposer des courses, ou ouvrir, ça va paraître super bateau, mais j'assume, ouvrir son corps et son cœur à tout ce qui se passe, aider et pas rester dans son coin. Déjà, finalement, ça permet de relativiser énormément de choses. Ça permet de se rendre compte qu'on est utile et oui, on sert à quelque chose et oui, notre vie a un sens. Mais encore faut-il, encore une fois, le décider. C'est ça. Et puis, savoir qu'on peut, on peut y arriver. Qu'on peut y arriver, c'est ça, c'est l'imagination qu'on peut y arriver. Moi, je suis la preuve vivante qu'on peut y arriver. Il y a 10 ans de ça, on ne donnait pas cher de ma peau et pourtant, je suis là et je suis encore là. Donc, voilà, je suis là et bien là. Tu as une anecdote à nous dire à ce sujet, Malika ? Il y a 10 ans, mauvais diagnostic dans tout, mauvais, on va dire, redépart dans tout, divorce, la totale. On m'a dit que mon cerveau servirait plus à rien, déjà que mon corps apparemment servait plus à rien. Eh ben non, mon cerveau fonctionne très très bien et si moi j'y arrive, on peut tous y arriver. Juste, il faut y aller, décidez-le. Mettez-vous un coup de pied aux fesses s'il faut, mais allez demander de l'aide s'il faut, mais on peut le faire.